été secondaires. Et si vous dites l'échec de l'agence de voyage, c'est vrai. C'est pas quelque chose que je voulais. Mais à ce moment-là, j'avais 3 millions. J'ai pris mon argent. J'ai dit, voici ce que j'aimerais construire. J'ai essayé de le faire. Ça a échoué. Mais tu t'arrêtes pas là. Parce qu'à partir du moment où c'est fait, ça devient du passé. Et je crois que n'importe quel souvenir du passé n'auront jamais la valeur d'une action de demain. Ça, c'est ma devise. On ne peut pas revenir. C'est fait. Bon. Évidemment, c'est malheureux. C'est pas ce que je visais. Non, c'est pas ce que vous visiez, mais ce qui était difficile, M. Béliveau, à apprendre pour bien des gens, c'est que il y a des gens qui ont fait des investissements parce qu'ils ont cru en Marcel Béliveau. Autrement dit, pas des gens peut-être qui sont allés voir les livres, là, exactement tout ce qu'il y avait dans les livres. Ils ont cru en vous. Oui, et je crois que vous avez raison. Et donc, quand ces gens-là ont perdu, par exemple, quand une des personnes qui vous a poursuivi dit « Je vous donne 40 000 Marcel Béliveau, vous me dites ça va aller en filet et commis, et quand il veut récupérer l'argent parce que c'est pas possible d'avoir sa concession, il n'y a plus de 40 000 Alors, cette personne-là, elle blâme qui? Elle blâme Marcel Béliveau? Évidemment. Et les journalistes ont amplifié en laissant croire, par exemple, que moi, j'ai fait mon argent sur le dos de ces gens-là et que ce 40 000 $-là, ou 25 000, je le mettais dans ma poche et puis on oubliait ça. Ce qui est loin d'être la réalité. De toute façon, pour moi, c'est une chose classée. C'est en arrière. Bon, alors, écoutez, prenons un cas en arrière. Par exemple, quand vous vous êtes débarrassé de vos dettes, parce que vous n'avez pas fait faillite. Non. Vous vous êtes débarrassé de vos dettes, vous vous êtes entendu avec vos créanciers pour 10 de la valeur des dettes. Oui. Avez-vous remboursé ces gens jusqu'à maintenant? Autrement dit, des gens là, qui, sur 40 000 s'attendaient à recevoir peut-être 4 000 ont-ils reçu cet argent? Ça, c'était les créanciers en ce qui me concernait personnellement. Bon, il y a eu une entente qui a été prise. Ça, c'était au mois de novembre dernier. Et ça a été accepté à 97 3 de refus. Maintenant, il y a des gens qui ont perdu des sous. Mais je ne suis pas inconscient, je ne suis pas insouciant, et je ne suis pas fou non plus. Je sais très bien que ces gens-là me faisaient confiance. Ils ont perdu de l'argent, mais pas nécessairement parce que moi, je voulais que ça s'écrase. C'est pas du tout ce qui était envisagé. Alors, j'ai toujours dit à ces gens-là, il faut se battre ensemble. Il faut construire ensemble. Et aujourd'hui, ces gens-là ont perdu. Quelques mois après tout ça, je parlais à mon procureur et je disais, comment on ferait pour remplacer, pour rembourser ces gens-là? Oui. Il me dit, mais en affaires, ça se fait pas. Tu fais une proposition, c'est accepté légalement, c'est clos, t'oublies ça. Et je suis revenu à la charge. Et je peux vous dire, en primeur, parce que je l'ai jamais annoncé, j'en ai jamais parlé, mais vous me le demandez, j'ai mandaté un bureau de procureur. Je vais même vous le nommer, c'est le bureau de Maître Stéphane Dallaire et associés, en disant, Maître Dallaire, je vous confie un mandat. Vous appelez tous les gens qui ont perdu des sous et vous les remboursez. Vous trouvez un mécanisme pour rembourser ces gens-là. Au début, mon bureau de procureur ne voulait pas faire une chose. En affaires, et bon, tout le monde me disait, mais en affaires, ça se fait pas. Mais j'ai dit, moi, je suis ce que je suis. J'ai bâti ça sur des sentiments et je continue à penser de la même façon. Et je veux qu'on rembourse ces gens-là. Bon, mais il n'y a rien légalement qui m'oblige à le faire. Non, mais donc, vous dites des gens, par exemple, qui vous ont confié, mettons, 40 000 vous dites que vous voulez les rembourser? Absolument. Vous allez prendre l'argent où? Ben, je pense que... En redevenant millionnaire? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, quand j'ai parlé à mes procureurs de faire une telle chose, ils me disaient non, il ne faut pas faire ça. Deux choses. D'abord, tu veux faire un bon geste et ça pourrait être mal perçu. Ah oui, expliquez-moi ça. Ils avaient raison là-dessus. Si tu veux faire un bon geste et que tu le fais maintenant, je parle d'il y a quelques mois, les gens vont dire oui, mais il fait ça pour redorer son image. Mais c'est pas ça l'idée. C'est pas ça que je veux du tout. Alors, j'ai pas attendu ça pour aller chercher des contrats. J'ai dit, on va faire l'inverse. Je vais aller chercher les sources de revenus pour le faire, et après, on me dira. C'est sûr, j'avais été invité un peu plus tôt à votre émission. J'attendais que ces choses-là soient réglées. Vous me disiez qu'on se comprenne bien, là. Je veux vous suivre, M. Béliveau. C'est pas clair ce que je vous dis? Non, ce que vous me dites, je promets aujourd'hui que je vais rembourser. Êtes-vous actuellement en mesure de rembourser ces gens-là actuellement? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de me dire? C'est-à-dire que je vais faire une nuance à ce que vous dites. Oui.
Moi, j'ai donné un mandat à un bureau de procureur de dire, vous trouvez le mécanisme, vous vous organisez avec ça. C'est un peu comme si je faisais un testament chez le notaire. Je dis, voici. Ouais. Et moi, vous allez rembourser ces gens-là, même s'ils ne sont pas d'accord, avec un pourcentage des revenus que je vais faire. Autrement dit, vos projets là, que vous relancez, je voyais, il y avait un article là, je pense que c'était dans Éco-Vedette cette semaine, là, c'est ce qu'on m'a dit, mais... qui disait que vous repartiez avec de nouveaux contrats en France. Est-ce que c'est fondé? Absolument. Par contre, remarquez que moi, je n'ai pas donné d'entrevue à Éco-Vedette. Bon. Semble-t-il que quelqu'un m'aurait vu dans l'avion revenant de Paris, que j'ai rappelé Éco-Vedette. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Et ce qu'il raconte n'est pas tout à fait exact et pas tout à fait faux non plus. Il y a du vrai et du faux. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Alors, mes projets, effectivement, que je fais un retour à la télévision, à TF1 en France, en septembre. Et TF1, c'est pas un canal communautaire. C'est la plus grosse chaîne indépendante en Europe. C'est très gros. Et évidemment, les sous sont en conséquence. Bon, j'aimerais que les gens qui nous écoutent, j'aimerais que les journalistes de journaux qui nous écoutent puissent pouvoir écrire, peut-être demain. Marcel Béliveau dit qu'avec l'argent qu'il va faire de ces nouveaux contrats, il a donné mandat à des procureurs pour rembourser les gens qui m'ont fait confiance. Oui, et je vous dirais même qu'au moment où je vous parle, et depuis quelque temps, ce bureau d'avocats, Dallaire et Associés, ont déjà contacté plusieurs personnes. Et si jamais, il y a des gens là-dedans qui ont perdu des sous que j'ai même jamais vus, jamais parlé, je ne connais pas. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent, là, ou il y a des gens qui vont leur dire, s'ils ne nous écoutent pas, qui croient qu'ils ont perdu des sous, ils appellent le bureau de Maître Dallaire, qui est le 442-2971, ils vont s'occuper de leur cas. Est-ce que j'ai devant moi... ça n'a jamais été fait au Québec. Est-ce que j'ai devant moi le Marcel Béliveau, qui est un magnifique vendeur d'illusions, qui est en train de me vendre une illusion? Mais quelle illusion? Je fais affaire avec un bureau d'avocats sérieux qui ont le mandat d'appliquer cette chose-là. Alors, je vous dis que n'importe qui peut les appeler et eux ont déjà commencé à faire. Donc, vous avez de bonnes promesses avec la France. Ben, autrement dit, c'est plus payant de faire de la télévision en France que de faire de la télévision au Québec. Et sûrement plus qu'à RDI. Écoutez, sur ce mot qui est votre mot de fin de cette première partie, je fais une courte pause et on revient immédiatement après. Pour rejoindre l'invité de Pierre Maisonneuve, composez le 790-1009 pour Montréal ou le 1-800-891-1009 pour l'extérieur de Montréal. Dans le monde des placements financiers, il est essentiel de bien choisir votre partenaire. Tassé et Associés a su s'entourer de conseillers chevronnés qui ont à cœur vos intérêts. Ils traceront pour vous le chemin vers un avenir financier réussi, vous offrant ainsi la liberté d'esprit tant méritée. Solidement établi depuis plus de 30 ans, Tassé et Associés, des gens d'action dans un monde d'action. Brouille Martineau est reconnu pour offrir des aubaines incroyables sur ses électroménagers, meubles, appareils électroniques et la New Beetle. La New Beetle? Oui, grâce à AutoStalls et Brouille Martineau, vous pourriez gagner cette New Beetle 98. Pour participer, il suffit de remplir un billet. Profitez également de cette offre exceptionnelle. Achetez cette laveuse Gibson à 499 $ et obtenez cette sécheuse Gibson à seulement 169 $. Achetez maintenant et ne payez qu'en juin 99. Oui, vous pourriez gagner cette New Beetle, la voiture qui a un effet du tonnerre. Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Depuis 27 ans, Bernard de Rome anime le téléjournal de Radio-Canada. Soir après soir, à sa manière, il nous raconte le monde avec rigueur et simplicité. Bernard de Rome quitte le téléjournal. Mais vous le retrouverez dès l'automne prochain, toujours au cœur des grands événements présentés à Radio-Canada et à RDI. Ce soir, Le Point lui consacre son émission. Mais avant, pour la dernière fois au téléjournal, Bernard de Rome vous dira bonsoir et merci. Maisonneuve à l'écoute ce soir de Marcel Béliveau et ses promesses. Donc là, on a une promesse. Qu'est-ce que vous allez faire chez les Français? Surprise, surprise? Oui. Que vous continuez? Oui. Bon, ça ne fonctionne plus au Québec, puis ça continue en France. Oui, mais c'était arrêté en France depuis 2-3 ans, comme c'est arrêté au Québec depuis 1 an, je crois. Ouais.
Et la France, bon, ben, on décide de remettre ça parce que la demande est là et ça a eu énormément. Parce qu'il y avait d'excellentes codes d'écoute en France. On a été en tête durant des années, des années. Bon. Il ne se fait plus rien de gag à Paris sans qu'on dise Béliveau-tu derrière, surprise, surprise. C'est devenu dans les mœurs des gens. Un jour, vous vous étiez réfugié en France, en quelque sorte. Ouais. Alors, on m'a dit que vous aviez fait peut-être les 400 coups avec Tortora, Tortora, commentateur de Formule 1. sport de Formule 1. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire à nouveau? Vous réfugiez en France? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, évidemment, je vais être obligé d'habiter une partie de l'année à Paris, mais durant les 10 dernières années, je sais ce que j'ai fait. C'est pas se réfugier ou se fuir. J'étais forcément obligé. Alors, je vivais autant à Paris qu'au Québec. Bon, mais puisque vous avez la tête pleine d'idées, bon, il y a surprise, disons que c'est une vieille idée. Vous la maîtrisez très bien, cette idée-là. Oui. Est-ce que c'est à peu près tout ce que vous avez à offrir aux Français actuellement? Je pense que votre émission ne sera pas assez longue si je vous donnais tous les projets qu'on a. Oui. Mais, par exemple, j'ai écrit un livre sur les déboires que j'ai vécus. Et mon problème pour l'instant, les éditeurs craignent de l'éditer. Vous dites, là, vous avez écrit un livre pour donner votre version Oui. sans personne interposée. Exactement. Là, j'ai eu la version de plusieurs journalistes, que plusieurs ont parlé à travers le chapeau. Il s'est dit des méchancetés, toutes sortes de conneries. On va traiter de fraudeur, de voleur, et d'un mot qui m'horripile, c'est le mot crosseur. Et j'ai écrit un livre pour établir les faits selon moi. Ce que moi, j'ai vécu, comment ça s'est passé. Et il n'y a pas juste les éditeurs. Dans mon propre bureau, il y a les avocats, il y a les procureurs, il y a le marketing. On n'est pas d'accord. Mais parce qu'il se dit des choses qui vont ébranler beaucoup de gens. C'est sûr. Je nomme des noms. Non, mais on sait bien, M. Béliveau, vous avez tellement d'expérience que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et vous m'apparaissez un homme qui dit, bon, ben maintenant, j'ai été knock-out par une couple de coups de poing, là, puis par des affaires qui ont mal marché, et là, j'ai le goût de rebondir et de continuer à me battre. Je dirais plus que ça, c'est en surface. Parce que c'est pas la réalité. Vous savez, moi, j'ai pris cette défaite-là, ou ce coup-là, un peu comme j'ai pris mes crises cardiaques, mes cancers. J'ai accepté ces choses-là. Et surtout, mes cancers m'ont obligé, je devrais dire, à creuser, à chercher dans le pouvoir intérieur qu'on a, dans nos forces spirituelles. Et ça a donné une autre dimension des choses. L'argent, pour moi, ça n'avait pas d'importance. Mais je sais, vous n'êtes pas du genre fourmi, vous êtes plutôt du genre cigale. Depuis le temps que je vous connais, ça fait 35 ans, je pense, la première fois qu'on s'est rencontrés, vous et moi, à peu près. J'avais pas un souvenir. Collège provincial des annonceurs, c'était l'université du temps. Bon, alors, ce qui veut dire, vous êtes plutôt du genre cigale. L'argent vous coule entre les doigts. Ça n'a pas d'importance pour moi. Vous avez un gros train de vie quand vous faites de l'argent. Bien sûr. C'est un outil, l'argent. Il faut s'en servir pour faire des belles choses. Alors, dites-moi, vous faites de la télévision en France, oui. Vous êtes en septembre. Oui. Vous aviez un projet de faire, vous avez fait un pilote avec Jean-Louis Roux, je pense, qui lui aussi a connu sa petite part de déboire, mais maintenant il y a un nouvel emploi. Bon, où est-ce que ça en est, ça? Ben, on vient de terminer le montage du pilote. Il y a des petits ajustements à faire, mais c'est un projet qui, je crois, va aller très loin. Un projet pour la télévision canadienne? Non, je pense que c'est assez international. Parce que si j'ai fait ça beaucoup plus sur le cinéma que sur la TV. Il y a beaucoup moins de dialogue que d'images. Si tu regardes la télé ou tu vas au cinéma, c'est pour voir des images, pas pour entendre parler. Bon. Alors, moi, c'est basé sur l'image. Il faut que l'image raconte ce qu'elle voit. Il faut qu'elle raconte. Bon, ça, c'est un redresseur de tort, là. Un vieux monsieur qui est plus fort que Superman. C'est ce que j'ai lu dans les... C'est-à-dire, c'est un monsieur qui sait tout faire. C'est un vieux monsieur qui sait tout faire. Monsieur Roux ne nous en voudra pas de parler de vieux monsieur parce que c'est lui qui a fait le pilote. Oui, puis d'ailleurs, j'ai dit, Monsieur Roux, je m'excuse, je vous ai vieilli un peu parce que mon personnage a 75 ans. Mais il dit, j'ai 75 ans. Bon. Alors, ça a bien donné. Bon. Alors, mais diriez-vous qu'avant de refaire de la télévision au Québec et au Canada, il faut que vous réhabilitiez votre image? Est-ce que vous êtes en train de commencer avec la promesse que vous m'avez faite précédemment? Non, pas du tout. Pour moi, c'est pas le marché. D'abord, le marché du Québec est un très petit marché. J'ai 3 projets. Êtes-vous en train de me dire que le Québec, c'est trop petit pour Marcel Béliveau? C'est pas ça que je dis. Le marché, il est petit. Ce que je dis, ça coûte le même prix. Produire à New York qu'ici. Mais ça ne paye pas la même chose. Ça vous coûte le même prix pour produire.
Mais les rentrées, les possibilités sont bien plus grandes dans un plus grand marché. Évidemment, le mot le dit. Alors, en France, j'ai déposé ces 3 projets-là. Évidemment, il y a surprise. Il y a un projet qui est déjà, je ne dirais pas à quelle chaîne en France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, et qui devrait aboutir juillet-août. C'est très intéressant. Et d'autant plus... Complètement différent de surprise. Complètement différent. Et d'autant plus que, même si c'est encore tout chaud, aujourd'hui, un producteur de New York m'appelait pour me dire qu'il s'intéressait au projet que j'avais déposé en France. Alors, le marché, c'est celui qu'on veut avoir. C'est pas celui qu'on veut voir. C'est pas de dire le Québec c'est pas intéressant. Pas du tout. J'en ai des projets pour le Québec. J'ai une émission qui s'appelle L'avocat du diable. Bon. Certains diront de nos téléspectateurs l'avocat de Marcel Béliveau. Bien, peut-être, pourquoi pas. Parce que c'est un bon avocat. Et cette émission-là, qui est faite par l'avocat du diable, c'est quelqu'un qui peut prendre le problème financier de n'importe quel individu au Québec et de lui trouver les solutions. Et je dirais que 80% des gens, je dis 80%, c'est peut-être plus élevé que ça, ont des problèmes financiers. Mais, monsieur, oui, vous êtes bien placé pour en parler. Donc, mais, monsieur Béliveau, vous avez dit, mais je pense à ma recherchiste, donc, vous aviez un projet comme ça, venir en aide aux gens dans des entreprises ou qui ont des problèmes. Est-ce que ça peut aller jusque-là, là, votre projet de l'avocat du diable? Non, ça, l'avocat du diable, c'est une émission de télévision. Une émission de télévision. Ce que vous faites allusion, oui. Ça, parce que je dis, on pourrait en parler pendant des heures. C'est un projet que j'ai à cœur et qui est en marche, qui s'appelle La Relance. La relance entre Québécois. Et entre, évidemment, il y a le jeu de mots, mais c'est pour entreprise. Et je vais vous expliquer. La relance, c'est pour aider n'importe quelle compagnie, petite ou moyenne entreprise au Québec, qui a des difficultés. Vous allez dire, ouais, mais oui, je suis bien placé. Je suis bien placé pour ça. Mais c'est pourquoi je vous ai demandé tantôt, est-ce que j'ai le vendeur de chars usagés devant moi, Marcel Béliveau, qui pourrait vendre à peu près n'importe quoi? Écoutez, vous avez connu les déboires que vous avez connus, vous me dites, je vais aider le monde à se sortir du pétrin quand ils ont des problèmes en affaires. Vous n'êtes pas sorti du pétrin au moment de vos problèmes, là, vous tentez de vous en sortir. Non, je m'en suis sorti. Vous dites... J'ai réglé, légalement, là, tout est réglé, moi. C'est réglé. Mais si je vous dois 100 pièces, M. Béliveau, et que je règle, parce que je suis au pied du mur, en disant, je vous rembourse 10 pièces, pas plus, j'ai réglé mon problème légalement, mais j'ai pas réglé le vôtre. Non, attendez, là. Ça, évidemment, les gens sont libres d'accepter ou pas. C'est ça ou c'est la faillite? Mais la faillite, j'aurais eu, au lieu de 10 $ que vous auriez eu, ça aurait été 1 $ peut-être. Ah non, une faillite, vous n'avez rien. Vous avez rien, oui. Bon, mais c'est ça. Mais faillir, c'est échouer. Alors, vous avez le droit. Et les gens auraient pu dire non, on veut plus. Les gens ont accepté à 97 %. Oui, d'accord. Donc, ma situation personnelle, elle est réglée. Puis les gens qui ont perdu de l'argent, on va les rembourser. Personne n'a jamais fait ça au Québec. Personne. Et la relance, l'exemple que je pourrais vous donner, prenons par exemple dans le sport, au hockey. D'ailleurs, en parlant de hockey, je lisais aujourd'hui une chronique de Serge Touchette dans le sport, qui disait au Québec, où c'est le grand défilé ou c'est le bûcher. C'est un ou l'autre. Et la presse peut avoir raison de ces gens-là. Et justement, au hockey, je me disais, quand une vedette, et ça, c'est toutes mes expériences de vie qui m'ont fait réfléchir là-dessus, c'est bien beau avoir les difficultés que j'ai eues, mais la vie ne vous apporte pas des problèmes ou des bonnes choses inutilement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut être capable d'en saisir l'occasion et de tourner ça à un profit. Une vedette du sport qui se blesse, il coûte des millions par année. Qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, il y a une équipe de médecins, de physiothérapeutes qui l'examinent, qui le tentent. Ils ne trouvent pas de solution, ils l'envoient à Toronto, ils l'envoient à Vancouver, il faut leur mettre sur la glace. Et en affaires, on a eu des hommes comme Malenfant, Lamarre, Campo, d'autres. Qu'est-ce qu'on fait? On les écrase, on les éloigne. Mais ces gens-là ont créé de l'emploi, ce sont des vedettes. Alors, on va écouter M. Robert. Une question. M. Robert de Montréal, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez une question pour M. Béliveau, M. Ben, il a presque répondu. C'est pourquoi au Québec, quand une personne connue, au moindrement qui a du succès, quand il arrive comme un petit pétin, mais quand à la place de relever la personne qui est à taille comme M. Malenfant, comme M. Marcel Béliveau, il essaie de s'en sortir. Pourquoi au Québec, il essaie, comment dire ça, il essaie pas de les relever, à la place de les laisser couler? Alors,
c'est ce que vous êtes en train de répondre, M. Oui, Béliveau. merci, M. Robert. J'allais justement répondre à M. Maisonneuve là-dessus, que justement, ces gens-là que j'ai nommés tantôt, M. Campeau, Lamar, Malenfant, et je ne juge pas leur comportement ou quoi que ce soit, mais c'était des gens dont on était fiers, parce qu'ils avaient créé de l'emploi. Comme on était fiers de Béliveau. Oui, bien sûr. Mon propre cas, ils avaient créé quelque chose. Et aussitôt qu'il y a une erreur quelconque, on les met de côté, on les écrase davantage. Alors que moi, je dis, avec la relance, on va empêcher ces gens. Savez-vous combien? Il y a à peu près 2000 faillites par mois au Québec. 2000 faillites. Mettez ça à 5 employés, ça fait 10 000 personnes par mois qui perdent leur emploi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai profité de l'expérience, du vécu de ce que m'est arrivé, et je suis allé voir une série de professionnels en leur disant, à des avocats, des fiscalistes, des syndics, des gens en marketing, en publicité, en exportation, ce qu'il faut faire au Québec. Je ne veux plus que d'autres entreprises vivent ce que j'ai vécu. C'est sûr qu'on ne pourra pas tous les sauver, mais seriez-vous prêts à mettre du temps, pas charger des honoraires, à mettre du temps pour sauver des entreprises au Québec? Un joueur de hockey qui retourne sa glace, c'est pas économiquement... Marcel Béliveau, l'alcoolique anonyme qui veut sauver des alcooliques anonymes, des gens en difficulté. On va passer à M. Samin de Lachenay. Bonsoir, M. Samin. Ben, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. M. Béliveau, ça va bien? Très bien, merci. OK, regardez, M. Béliveau, tout ce que je voulais savoir, c'est tantôt, vous disiez, vous aviez donné un mandat pour les gens, le procureur. C'est combien que vous allez donner à ces gens-là? Est-ce que c'est 100 100 100 Oui. Mais écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes bien gentil. Mais je peux vous dire, moi, en étant en affaires, vous auriez dû écouter ces gens-là, puisqu'en affaires, il n'y en a pas d'amis. Carrément pas. Puis comme vous dites aussi, mon cher monsieur, on n'est pas ici au Québec, on est tellement taxé au fédéral et au provincial, mon cher monsieur, c'est que ces gens-là nous aident pas non plus. Croyez-moi. Alors, M. Samin a parlé des taxes. Vous deviez beaucoup de taxes au gouvernement. Oui. Donc, c'est des taxes que vous ne payez pas en bout de ligne, c'est moi qui les paye. Je veux dire, c'est des besoins financiers. C'est pas tout à fait exact. Je sais que je caricature, c'est pas tout à fait exact. De toute façon, vous aurez les réponses à ces choses-là dans le livre que je vais sortir bientôt. Toutes ces choses-là sont abordées. Et je ne cache rien. Alors, donc, ce que vous m'annoncez que vous allez rembourser, et vous avez donné ordre, vous allez sortir un livre, vous avez trois projets dont 2 sont acceptés en France. Oui. Donc, Marcel Béliveau est reparti pour la douane. Oui, monsieur. Oui, bien sûr. Et je respecte ce que j'ai toujours dit. Qu'est-ce qui fait courir Marcel Béliveau? Vous avez fait 2 crises cardiaques, vous avez vaincu le cancer. 2. Qu'est-ce qui vous fait courir? Mais je cours pas. Je cours pas du tout. Je fais ça parce que j'ai le besoin de le faire. Parce que c'est comme ça. Il faut partager. J'ai envie de le faire. Je l'ai toujours fait et je continue à le faire. J'ai pas arrêté entre les deux. J'ai pas pleuré non plus. Je me suis pas apitoyé sur mon sort. Je dis comment je tire profit de ce qui m'arrive, comment j'en fais profiter les autres. Et je vous dis, dans la relance, je lance l'appel à n'importe quelle compagnie, entreprise, petite, moyenne, qui ont des difficultés, avant de vous faire éliminer, appelez la relance. 928-1010. Monsieur Mathieu de Saint-Bruno. Bonsoir, Monsieur Mathieu. Bonsoir, Monsieur Béliveau, ça va bien? Oui, très bien, merci. Excellent. Est-ce que vous vous rappelez d'un certain restaurant qui s'appelle le Resto-Bar Wyoming à Boucherville? Oui. Oui, c'est un restaurant que vous étiez là assez souvent. Vous étiez ami d'un des propriétaires, je crois Yves Maillot, je ne suis pas sûr, ou l'autre. Oui. Est-ce que vous avez, j'ai entendu, bon, vous avez eu des problèmes, je sais pas, autres business que vous avez eu. Vous vous tenez avec d'autres personnes qui ont aussi des troubles, comme vous avez sûrement entendu tous les autres. Est-ce qu'on peut poser la question? Il reste moins de 2 minutes. Est-ce que vous avez une question précise, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui est arrivé aux chers employés de ce restaurant dont vous avez fait beaucoup de publicité? Les chers employés qui n'ont pas été payés et tout. Le Resto-Bar Wyoming. Hein? Exactement. Ça n'a rien à voir avec moi, puis je ne sais même pas c'est quoi le dossier. Remarquez qu'on ne peut pas toujours, lorsqu'on fait de la publicité... Non. Bon. Alors, dans combien de temps? Vous vous êtes donné combien de temps pour que les gens qui nous écoutent, là, les gens qui se sont sentis lésés, qui ont perdu, pour qu'ils retrouvent confiance en Marcel Béliveau et qu'ils retrouvent ce qu'ils ont perdu? Mais je ne sais pas de convaincre ou de justifier. Non, mais j'ai l'impression que ce que vous nous dites ce soir, vous dites, écoutez, là, Marcel Béliveau a une conscience, Oui. Marcel Béliveau a un nom, et il veut effacer
ce qui a pu ternir ce nom-là? Non, je veux respecter la parole que j'avais donnée à ces gens-là. Je ne vous perdrai pas. Je trouverai le moyen de vous rembourser. Parce que beaucoup, il y a peut-être un ou deux franchisés qui ont fait beaucoup d'esclandres, mais il y en a plusieurs en arrière qui ont subi les contre-coups de ça. Et ces gens-là n'ont rien dit. Il y a un couple de Laval, deux frères de Laval et la femme de Nantes. Ils n'ont jamais dit un seul mot. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi ce qui s'est passé. Et il vous en fait confiance. Mais Marcel Béliveau, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on va vous suivre à la trace à partir de ce que vous nous avez dit. Puis dans un an, on vous réinvite. Ah, vous pouvez me réinviter avant, on sera peut-être avancé. Merci beaucoup, Marcel Béliveau. Demain, nous allons parler d'une personne qui a beaucoup d'argent. 500 millions de dollars du gouvernement à investir, à dépenser. Louis Roquet, d'Investissement Québec. Au revoir. À demain. Maisonneuve à l'écoute vous a été présenté par Tassé et Associés. C'est la super vente des manufacturiers. Nous sommes de retour au Point G en compagnie de la Gamique. Vous allez être en spectacle le 27 juin. Au Spectrum de Montréal. Au Francopholies, pendant les Francopholies. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Alors demain, nous, on a mis des images, j'ai mis la main sur des images de Benoît Brière, Luc Picard, David Lahaye. Soyez là, en tout cas, il y a plein de monde demain. Bonne soirée, c'est fini. Comment je me débrouille? Très bien, Roger, très bien. Cette semaine, mon Cessna, la semaine prochaine, le Concorde. Ah, exagère pas. Ah, je crois qu'elle a envie de piloter un peu. Performance.
incluse. Aucun acompte et rien à payer à votre vente. Merci d'être là. Merci beaucoup. Bienvenue en ce beau vendredi. On va conclure notre rencontre qu'on a amorcée dès lundi. Et je vous présente nos concurrentes avec qui on a joué, que vous voyez là à l'écran. Vous avez adopté depuis lundi. Tous les gens vous aiment partout au Québec, au Canada. C'est bon quand même. Daniel, Élise, Nadia et Solène. C'est vendredi, alors on va avoir droit à un petit numéro de nos deux boys. Je pense qu'ils sont capables d'en faire. Hein? Oui. Ils en font un très bon numéro, au moins d'1h30 partout dans la province présentement avec leur spectacle. Là, on va avoir un petit bout de ça, mais un bon bout que vous connaissez bien. Alors, avec Yves Pelletier et Martha Drainville, nous aurons la chance d'avoir, pour vous à la maison et pour nous, T'es un homme bonhomme! Des poubelles, quand c'est fait pour ça, on a le potentiel, l'estrel et des bossales, pas bête, baisse pas le couvercle des toilettes, amène-en des pinottes, puis des chops de phare. La vie est bien plus belle quand t'es en cage, on se part, flip ton power, fais ton big, mets du moteur dans ton dig. Ah, t'es un homme bonhomme, t'es un homme bonhomme, il faut pas que t'ailles honte de tes hormones. T'es un homme bonhomme, t'es un homme bonhomme. T'es un homme bonhomme, t'es un homme bonhomme. Après le coït, il faut que tu donnes. T'es un homme bonhomme, t'es un homme bonhomme. Teston, 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 c'est là. T'es un homme bonhomme, t'es un homme bonhomme. C'est toi qui donne la télévision. T'es un homme bonhomme, t'es un homme bonhomme. Ha! T'es un homme bonhomme, t'es un homme bonhomme. C'est toi qui porte le pantalon. Aide des services sociaux, un soutien financier. C'est donc dire que ces gens-là se sont pris en main, ont mobilisé toutes sortes de ressources, ont même appelé jusqu'au cabinet du premier ministre et ça a porté fruit puisque en toute fin d'après-midi, on apprenait que ces gens-là vont être relocalisés dans un HLM d'ici 2 semaines suite à la pression exercée par le ministre André Boisclair, enfin son entourage. C'est donc dire que la situation de ces gens-là va s'améliorer, mais ce sont eux qui ont fait les démarches pour améliorer leur sort. Merci bien. Il ne faut pas se gêner de faire pression. Et hier, vous vous souvenez, j'ai fait mention que Mme la ministre de la Santé, Mme Marois, était à l'extérieur et en vacances. Il n'avait pas jugé bon d'écourter ses vacances parce que, dans le fond, c'était juste les urgences qui débordaient. Et quand le ministre Chrétien ne s'était pas présenté, il avait jugé bon d'arrêter ses vacances, puis il ne s'était pas présenté aux funérailles du roi de Jordanie, eh bien là, on voulait la démission, puis on disait que c'était effrayant qu'on n'avait pas un chef d'État. Eh bien, hasard, me direz-vous. Mme Marois sera ici demain pour faire le point sur la situation dans les urgences. Ah, tout d'un coup, ça devient important, parce que son ministère avait dit « ça change rien, c'était ici ». Mais là, elle va venir faire un tour à Montréal. En Europe, situation des urgences, on a été appelés par la régie régionale, ils ont fait le point cet après-midi. Oui, ils ont fait le point pour dire que la situation était plus peut-être acceptable, mais que les urgences continuent à déborder. On se trouve présentement à l'urgence de l'hôpital Santa Cabrini. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de patients. Il y a des patients dans le corridor, un peu partout. Dans tous les corridors, on retrouve des patients. Ils sont toujours au double de leur capacité. Mais la situation est beaucoup mieux et c'est comme ça dans tous les hôpitaux de la région de Montréal. C'est beaucoup moins pire qu'au début de la semaine. Et pourquoi? Parce que la régie a ouvert des lits qu'elles devaient seulement ouvrir la semaine prochaine, bien, ils sont déjà ouverts. Ils sont forts. Merci beaucoup. Ils sont très, très forts. Ils y ont pensé longtemps. Écoutez, il y a eu un jam des neiges. Vous savez, c'était un rendez-vous mondial des scouts. Et ça s'est passé à Québec, sur les plaines d'Abraham. Eh bien, il y a un scout qui vient de Tanzanie, qui s'est payé une traite au Québec à notre dépens. Et voilà qu'il a volé des cartes de crédit, s'est payé une limousine avec ses chums. Et il a fait de la fraude et des vols. Là, on l'a en dedans en prison, ce scout-là qui se dit toujours prêt. Mais nous, on n'est pas encore prêt à le faire comparaître. On ne sait pas s'il est majeur ou s'il est mineur. Alors, c'est une autre procédure. Et probablement que s'il était reconnu coupable un jour, ce gars, plutôt que de le remaler en Tanzanie, on va le garder puis on va payer 50 000 pour le mettre en dedans pendant une couple de mois. Il n'y a rien de trop beau. C'est ça, une société évoluée. On va revenir sur cette histoire-là avec des gens de Québec tantôt. Et si vous appelez à quelque part et que vous attendez sur la ligne et qu'il y a de la musique en attente, eh bien, il faut payer pour ça, là. Pas vous, mais les gens qui utilisent des lignes en attente, comme, mettons, à l'hôtel de ville, quand vous dites, vous voulez parler au maire, oui, ce sera pas long, vous faites le 2, faites le 6, faites le 24, faites le 32, puis que ça vient jamais. Fait que la musique, ça dure longtemps. Martin Robert, la SOCAN veut collecter.
C'est ça. La SOCA, c'est l'association ou la société qui défend et qui collecte pour avoir des droits d'auteur pour les artistes. Alors, comme vous le disiez, si on est au bout de la ligne et que c'est la radio, par exemple, qui joue, bien, il y a des redevances à payer, des frais de 90 $. Alors, imaginez la somme qu'on peut récolter, soit des municipalités ou encore des entreprises, parce que les entreprises sont assujetties à la même loi. Ben oui. Il y a beaucoup de sous en jeu. Je vous en parle un peu plus tard. Parfait. Et que c'était beau aujourd'hui, un vrai paysage de cartes de Noël. On aurait voulu ça dans la nuit du 24. C'était beau, des beaux flocons. La météo, mon cher, qu'est-ce qu'il nous arrive pour les prochains jours? Bien, pour les prochains jours, on peut prendre un peu, à titre d'exemple, ce qu'on a eu ce matin pour une partie de la journée. Donc, de beaux flocons aujourd'hui. C'était magnifique. Les enfants s'en ont donné à cœur joie. Et c'est le cas de le dire. De 8h30 ce matin jusqu'à environ 14h15 à Montréal, il est tombé environ 8 cm de neige. Ce sont les données maximum qu'on a enregistrées autant à Dorval qu'à Saint-Hubert, dans les deux aéroports. Et regardez à quoi ça ressemblait. Par contre, et quand je dis par contre, attention, du côté des automobilistes, bien là, c'était une toute autre histoire. On a eu beaucoup de sorties de route. Il y a eu 2 accidents, un entre autres sur la 132 ouest à la hauteur de Saint-Lambert, entre Jacques-Cartier et Notre-Dame. On a dû fermer la 132 pendant un bon nombre de minutes. Il y a encore une voie de fermée pour l'instant. On a rouvert le tout à 14h50. Ça impliquait entre autres un véhicule lourd et une voiture. On a dû utiliser les pinces de survie pour dégager l'occupante de l'automobile. Parfait, on se retrouve un peu plus tard, Yannick, et nous, on s'arrête pour une pause et on revoit chacune des stations affiliées à TQS pour d'autres informations. On revient tout de suite. Vous avez une primeur qui pourrait faire la manchette. Faites le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Abonnez Cantel ATT. Faites étoile 1999. Le Centre de l'activité physique et sportive de l'UQTR, de tout pour toute la famille. Une programmation variée, des installations ultramodernes. Le CAPS, au rythme d'aujourd'hui, avec un programme de conditionnement physique personnalisé. Des activités encadrées par des intervenants qualifiés et que vous pouvez pratiquer en toute sécurité. Le CAPS, pour se détendre, bouger, s'amuser. De tout pour un meilleur équilibre de vie. Le Centre de l'activité physique et sportive de l'UQTR. Inscrivez-vous dès maintenant. Le Gala des athlètes du siècle en Mauricie, une soirée inoubliable qui réunira des athlètes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le programme comprendra 3 volets. Sport hommage Desjardins, intronisation au Temple de la renommée Les Rivières, QV 2000, et nomination des athlètes féminins et masculins du siècle en Mauricie. Les billets sont présentement en vente au Centre Les Rivières. Le Gala des athlètes du siècle en Mauricie. Ça, c'est un port de pluie qui est très en santé. Il faut s'inspirer de ça pour développer un climat et améliorer la mentalité des gens par rapport à notre région qui est belle, qui comporte plein d'actifs, plein d'infrastructures qui vont nous permettre, à mon avis, d'envisager les prochaines années avec beaucoup de positivisme. Seules des mauvaises nouvelles pour nos usines de papier pourraient compromettre ces bonnes perspectives. Pierre Catelier, à Trois-Rivières. Maintenant, les citoyens de la rue Gagné à Saint-Justin demeurent sceptiques quant aux réelles intentions de Bell Canada. Hier, Bell nous apprenait son intention de brancher ses citoyens au réseau téléphonique à la suite d'une ordonnance du CRTC. Pierre Marceau est donc allé aux réactions aujourd'hui. Norbert Deschênes habite cette résidence rue Gagné à Saint-Justin depuis 4 ans. Depuis ce temps, il réclame de Bell Canada qu'on le branche. La bataille semblait perdue contre le géant Bell, mais le CRTC, dans une décision de décembre 1999, vient forcer l'entreprise à brancher les 13 familles de la rue Gagné ainsi que des milliers d'autres Canadiens privés de téléphone. Je vais le croire quand la ligne va passer, quand j'aurai le téléphone, que je pourrai parler la première fois au téléphone. Pas toujours. En fait, moi non plus, je le reconnais plus. Mon mari a 55 ans et on me l'a volé. Mais il y a de l'aide. Il y a de l'espoir. Quand tu te lèves chaque matin plus frustré que la veille, quand tu négliges ton entourage sans même t'en rendre compte, ça fait peur. Quand tu existes sans vivre, ça fait mal. C'est effrayant. Il y a eu du monde pour me guider vers les bonnes ressources, qui m'ont aidé à briser ma dépendance à l'alcool et aux drogues. Aujourd'hui, je suis enfin capable de redonner un sens à ma vie. Ne restez plus dans l'ombre. Appelez, vous en valez la peine. Des centaines de membres de la communauté cubaine de Miami. Le jeune Elian Gonzalez a été secouru le 25 novembre dernier par les gardes-côtes américains après le naufrage de l'embarcation qui l'amenait vers les États-Unis et dans laquelle sa mère a péri. En Norvège, on a trouvé un nouveau corps ce matin dans la mâte ferraille des 2 trains qui sont entrés en collision mardi dans le sud du pays.
Cela porte à 18 le nombre provisoire de morts dans cette tragédie. Les secouristes ont reçu l'aide de grues et d'un char de l'armée pour soulever une locomotive de 100 tonnes qui s'était retournée. La police espère pouvoir fournir un bilan définitif de l'accident d'ici la fin de la journée. Pendant ce temps, en France, des centaines de travailleurs continuent de dépolluer les côtes du pays ravagées par le déversement de pétrole du bateau Erika le mois dernier. Le bateau qui a coulé dans l'Atlantique a laissé échapper 3 millions de gallons de pétrole brut. On évalue déjà à plus de 100 000 le nombre d'oiseaux qui ont péri dans cette catastrophe écologique. Les secouristes multiplient les efforts pour éviter que ce bilan ne s'alourdisse davantage. En Australie, un kangourou en a fait voir de toutes les couleurs au gardien d'un zoo qui en avait la responsabilité. L'animal a réussi à s'enfuir et à nager jusqu'à une île non loin du parc zoologique. On craignait qu'il soit frappé par un automobiliste, mais il a surpris tout le monde par sa vitesse en traversant aisément rues et cours de maison. On a même dû faire appel à du renfort pour réussir à le capturer beaucoup plus tard au coin d'une rue. Il y a une autre histoire qui sort de l'ordinaire aux États-Unis, c'est celle de cette grand-mère de 54 ans de la ville de Sunnyside, dans l'État de Washington, qui est enceinte de triplés. Elle devrait coucher la semaine prochaine. La dame, Aracelia Garcia, a déjà 8 enfants et 15 petits-enfants. Elle est dans une forme resplendissante, Jean-Luc, au propre comme au figuré. Oui, ben elle avait le sourire, en tout cas. Une force de la nature. 54 ans. 3, des triplets. Merci, bonne fin de semaine. À vous aussi, merci. Au revoir. Écoutez, vous l'avez bien vu, Madame Pauline Marois revient de ses vacances. Hein? Et on en avait parlé hier, ça fait le page des journaux ce matin. À son cabinet, on disait, ça ne change rien comment est-ce qu'elle revient ou qu'elle ne revienne pas. Et pourtant, elle a décidé de revenir. Et pour cause, je pense que politiquement, ça valait le coup qu'elle revienne. Mais quel est le bilan et quel est le portrait de la situation dans les urgences alors que nous avons été convoqués, tous les médias, par la Régie régionale? Eh bien, ne parlons que de 2 centres hospitaliers. Notre-Dame, pour ne parler que de celui-là, qui est le vaisseau amiral du réseau de la santé au pays, dans la province. Alors, 28 comme capacité, 60 patients et 7 sont toujours là et sont au-delà de 48 heures. Vous savez que ce n'est pas permis par les règles d'être plus de 48 heures dans un corridor. Alors, il y a Notre-Dame et il y a Maisonneuve-Rosemont, capacité de 34, 71 patients et 12 sont dans le corridor. La Régie régionale aujourd'hui convoquait la presse. C'est la première fois qu'elle le fait depuis cette crise-là parce que avant, c'était nous qui sollicitions des réactions et des commentaires, mais aujourd'hui, ils ont jugé bon de convoquer la presse pour dire que la situation était pour s'améliorer et que déjà, ils avaient commencé à réouvrir des lits. Ils y ont pensé. À quoi ont-ils pensé à Noroît? Vous y étiez. Oui, exactement. Peut-être vous mentionnez, avant de vous parler de la Régie régionale, qu'on se trouve présentement dans les corridors de l'urgence de Santa Cabrini. Vous savez, normalement, dans un corridor, on ne devrait pas retrouver de civière ni de patients sous ces civières-là. Eh bien, regardez, vous allez voir, il y a des patients, il y a énormément de civières et c'est comme ça partout dans tous les corridors. Le rideau que vous voyez présentement à l'écran, c'est un patient qui est là, mais comme il veut garder l'anonymat, on ne peut pas le montrer à l'écran. Et vous voyez, il y a énormément de gens, il y a beaucoup de va-et-vient, des infirmières qui travaillent très fort. Alors, dans tous les corridors, il y a des patients sur civière et bien sûr, les chambres sont également remplies. Bien sûr. Alors, comme vous l'avez mentionné, la situation est semblable dans les autres urgences, mais on dit qu'elle est beaucoup moins pire qu'au début de la semaine parce que la situation, il y a moins de patients sur civière. Par contre, on reste au double. Donc, on dit que la situation est rendue acceptable. Pourquoi elle est acceptable? Bien, justement, la Régie, ce qu'elle nous a annoncé aujourd'hui, c'est qu'elle a décidé d'utiliser une partie du 24 millions de dollars annoncé là, par le ministère en novembre dernier, de l'utiliser une semaine plus tôt et d'ouvrir des lits. Elle a ouvert 45% des 359 lits qu'elle devrait ouvrir. Donc, il y a des lits qui il y a des lits d'ouvert, il y a des patients qui ont pu monter aux étages. Mais ça, il faut quand même être très précis sur ça. Ça ne veut pas dire que ça va désengorger les urgences, mais pas du tout. On dit qu'on a un sérieux problème parce qu'il y a un problème il y a un manque d'infirmières, comme on le sait. Et on veut trouver une solution et on n'a pas de remède miracle. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'il faut absolument investir de l'argent pour créer des centres ambulatoires. Je vous invite à écouter le directeur général. Oui. Les centres ambulatoires. Oui, en effet, c'est une des solutions structurantes qu'il faudra déployer le plus rapidement possible parce que c'est une des solutions au problème. C'est une solution au problème en modernisant nos installations,
en faisant en sorte que, notamment, les plateaux techniques, radiologie, laboratoire, sont plus accessibles. On accélère le processus de traitement des gens, mais c'est pas tout. Alors, c'est pas de formule miracle, donc, ils nous disent ça. Non, pas du tout. Et en fond, c'est un message qu'on lance au ministère de dire, écoutez, vous allez peut-être continuer à nous donner des millions de dollars à chaque année. Ça ne réglera pas le problème. Parce que qu'est-ce que la Régie a dit aujourd'hui? C'est très important, c'est qu'on va se retrouver avec la même situation l'année prochaine, l'année suivante et l'année d'après encore si on ne crée pas ces fameux centres ambulatoires. Merci beaucoup, Anne. Je vous en prie. Merci. Bonne fin de semaine. Effectivement, c'est vrai qu'il y a le problème. Mais je ne sais pas si vous avez regardé les images. Moi, je comprends les patients de ne pas vouloir être vus, d'abord pour leur dignité. Parce que le traitement qu'inflige le réseau à ces gens-là, c'est indigne. Alors, parlons même pas. Il n'y a pas eu de bombe atomique, là. Il n'y a pas eu de catastrophe, là. La grippe, une semaine plus tôt, et on est figé. Le réseau est fait pour ça, voyons donc. En culotte courte. Nous sommes en culotte courte. Et les régies régionales, qui sont nombreux, très nombreux, staffés, comme on dit en latin, ben, eux autres vont devenir un moyen de pression alors que ça doit être les gestionnaires de la solution. Ils vont faire partie du problème avant longtemps. C'est pas tout. Dans la région de Québec, là, c'est pas les urgences tellement, c'est les ambulances. On manque d'ambulances, les ambulances sont débordées. Il n'y a pas eu de crash d'avion, à ce que je sache. Mario Vaillancourt, les ambulances à Québec, il n'y en a plus, ça marche pas, on est débordés. Bien, il y en a encore, sauf qu'avec les débordements dans les urgences, on a reçu à peu près 35 de plus d'appels dans les derniers jours. Donc, veut pas, les ambulanciers sont complètement débordés, épuisés. Ils ont réclamé, évidemment, des renforts. On dit que si on compare avec Montréal, pour le ratio population, on devrait avoir à Québec 50 de plus d'ambulances. Mais aujourd'hui, la régie régionale a réagi en disant qu'on va ajouter au moins 2 équipes au cours des prochains jours. Mais pour le syndicat des ambulanciers, c'est pas suffisant parce que les besoins sont là annuellement, à longueur d'année. Écoutons le secrétaire de la régie et le président du syndicat. Ce qui est important, c'est qu'il va y avoir du rajout de ressources pour répondre aux besoins additionnels et pour permettre aussi de désengorger le transport ambulancier, surtout les heures de travail des ambulanciers. C'est pas ça que ça nous prend. Ça nous prend même quelque chose de permanent. Hein? Minimalement, ça serait pas si pire si on aurait au moins 2 véhicules permanents. Mais là, on nous parle de mesures temporaires. Puis là, je vous fais remarquer qu'en attendant, il y a des gens qui vont entendre pareil, l'ambulance, comparativement s'ils seraient à Montréal. Et quand on parle d'attente, on peut dire que dans la région de Québec, ça peut aller dans certains cas, jusqu'à 1h, 1h30. On a vu ça dans les derniers jours. 1h, 1h30 d'attente pour l'ambulance? Absolument, dans certains cas. Pas les cas les plus urgents, mais dans certains cas, ce matin, on nous disait que ça a pris jusqu'à 1h30. Et ces mesures-là entrent en vigueur ce soir, mais oui, les ambulanciers disent que les moyens de pression légers qu'ils ont mis en place, ça va continuer. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Alors, vous voyez ça, là? Hein? On n'est pas capable de trouver des solutions pour les urgences. On entretient des solutions qui sont des cataplasmes des jambes de bois. Il nous manque d'ambulances à Québec. Puis quand la SQ fait des moyens de pression, on fait venir la GRC, ils ne sont pas encore élevés, puis on les a collés hier. Mais on est capable d'avoir un projet commun de souveraineté. On peut être un pays ici, mais en culotte courte. Puis on se fait voler, ah oui, par les Tanzaniens scouts qu'on reçoit au Jam des Neiges. Vous savez, vraiment, ça va bien. On va avoir une belle fin de semaine. Les prévisions météo pour l'ensemble du Québec vous sont présentées par Brault et Martineau. J'espère qu'on peut s'arranger avec la météo, Yannick. Belle fin de semaine, vous l'avez dit. Belle fin de semaine. En fait, on prévoit de la faible neige intermittente pour demain. Ce sera comme ça sur l'ensemble des régions du sud-ouest du Québec. Donc, demain, samedi, faible neige intermittente. La neige viendra un peu plus tard du côté des cantons de l'Est et de North-Atlee. Et enfin, faible neige intermittente également du côté de l'Abitibi avec des maximums de saison, -2, -3, -4, -6. Pour ce qui est de l'Est, la neige également viendra en soirée du côté de Québec tout au long de la journée pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, les îles de la Madeleine, ciel bleu, soleil pour la péninsule gaspésienne, maximum allant jusqu'à -13. Et puis au nord, Chibougamau, faible neige intermittente, soleil et passage nuageux pour Fermont-Shefferville, la baie d'Ungava et un peu de neige pour la baie de Jane avec des maximums, cette fois, attention, de -13 à -27 degrés. Et puis pour terminer le week-end, dimanche, on prévoit des éclaircies, une chance sur 3 d'avoir quelques flocons. Lundi, assurément de la neige sous forme de faible neige intermittente. Et puis enfin, mardi, du temps gris avec un maximum prévu de -4 degrés.
Jean-Luc, oui. On a eu de la belle neige. Oui. Hein? Oui. Regardez à quoi ça ressemblait ce matin. C'était féerique dans les sapins. Par contre, sur les pare-brises, c'était en fait une toute autre histoire en ce qui concerne les conditions routières, puisque ça en a pris plusieurs par surprise. Il y a même un automobiliste qui a perdu contrôle et qui a frappé le mur de ciment. On a dû utiliser les pinces, encore une fois, pour sortir la personne de la mât de ferraille. Bon, il est blessé, on ne craint pas pour sa vie. Il y en a eu un autre accident qui est assez fort du côté de la 132. Là, encore une fois, on a utilisé les pinces de survie pour dégager la conductrice de son véhicule, mais on ne craint pas pour sa vie là non plus. Soyez prudents, gardez une bonne distance avec le véhicule qui vous précède, une bonne quantité de lave-glace dans le réservoir. Parfait, merci beaucoup Yannick. Joyeux Noël et bonne année. Oui, mais là, vite un peu, là. Alors bien. À Flash, ils sont à l'extérieur, c'est vendredi. Où êtes-vous? Bien, on est en direct du Zaz Bar sur la rue Saint-Denis à Montréal. Jean-Luc, ce soir à l'émission, plusieurs choses, notamment les mecs comiques. Ça te dit quelque chose, les mecs comiques? Ben oui! Le jeune, la tapette puis le macho. Le jeune de Fifi le macho, exactement. Ils vont envahir les ondes de TQS à compter du 2 février. Et ils s'attaquent à plein de choses. Ils ont un humour assez salé par moments. Des intouchables comme Céline et René, on est prêt à rire d'eux. C'est ce que les mecs comiques font. On va voir l'extrait et à compter du 2 février, ce sera sur les ondes de TQS, mais à 18h30, le reportage en entier. Bon week-end, Jean-Luc. Ben merci, vous aussi. On s'arrête pour une pause, hein, nous autres? Ben, vous allez voir, quand ça va passer en ondes, il y a beaucoup de changements de costumes, beaucoup de changements de décor, et tout ça se fait en... Reportage sur lui, oui, le 7 juillet dernier. Ça, c'est le monsieur qui poursuit la police qui poursuivait. À peu près. Oui. Le monsieur dit, j'ai été séquestré pendant quelques heures par un cambrioleur qui finalement n'a rien trouvé. Les policiers sont venus, m'ont questionné, interrogé, mais ont insisté pas mal et ont fouillé la maison. Et il a dénoncé justement l'action des policiers. Je vous fais entendre ce qu'on avait sorti à l'époque. On a continué l'interrogatoire, je dirais préjudiciable, concernant les provenances de mes argents. Où était caché mon argent? Je dis, j'en ai pas d'argent. Il y a sûrement de l'argent si vous avez été traité ainsi. On insistait et on insistait. J'ai dit, je suis à bout, j'ai épuisé. Je viens. Là, monsieur m'a pleuré, excusez-moi. Toujours quand... Le lendemain, ils sont revenus recommencer les interrogatoires. Les policiers, c'est sûr, ont insisté auprès de lui pour avoir le plus de détails possible. M. Bastien était peut-être un petit peu dérangé, c'est normal. Ah, il était un petit peu dérangé dans le temps. Oui. Mais là, s'il est poursuivi, il est plus dérangé ou moins dérangé? Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est certain que les policiers, eux, ont été dérangés par la prise de position du citoyen parce qu'on a décidé de réagir. Et là, M. Bastien fait face à des poursuites au civil pour un montant de 90 000 $. Alors, il ne sait pas trop comment il va s'en sortir, mais ça vient de la régie de police de Montcalm. Alors, eux autres, la police, ils poursuivent parce qu'ils disent que vous avez fait atteinte à notre réputation, étant donné qu'on a été blanchi des accusations de déontologie que vous avez portées contre nous. Exactement. Ouh! C'est beau, les relations police-citoyen, ça va bien? Oui, pas trop. Ben, bonne fin de semaine. À vous aussi. Daniel, bye-bye. Bye-bye. Au retour de la pause, on va parler des affaires qui vont pas très bien non plus. On fait appel à la GRC parce qu'il y a des moyens de pression de la SQ. Ils ne sont pas encore arrivés parce qu'ils cherchent un véhicule qui est tombé dans le milieu d'un lac. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, je vous parle d'un scout tanzanien qui était au Jam des Neiges sur les plaines d'Abraham à Québec. Quand il est arrivé ici, il a réussi à voler une carte de crédit, puis il a volé tout le monde. C'est bon. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. À compter de ce soir, et ce, tous les vendredis soirs, la compétition n'a qu'à bien se tenir. On vous propose 2 séries à épisodes. On débute à 19h avec la Porte des Étoiles. Ce soir, on verra un combat qui oppose O'Neill et Tilsey dans un labyrinthe de la planète Cimméria. Tout de suite après la Porte des Étoiles, on a rendez-vous avec Xena, la guerrière, tous les vendredis soirs maintenant à 20h. Ici, Xena se retrouve au milieu d'une compétition mortelle parmi les seigneurs de la guerre qui aspirent au trône laissé vacant. Mais la compétition ne s'arrête pas là, bien au contraire. À 21h ce soir, on vous présente le match de hockey opposant nos Canadiens à l'Avalanche du Colorado et à Patrick Roy. Désormais, le vendredi soir, 2 séries en rafale. Tout d'abord à 19h, la Porte des Étoiles, et à 20h, Xena, la guerrière. Et en ce qui concerne Catastrophe, on a maintenant rendez-vous avec Hélène Ayotte le dimanche à 18h pour 1 heure, et ce, à chaque semaine. Bonne soirée, à plus tard. Vous
Vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-nous sur Internet, gjournal@tqs.qc.ca ou par la poste au casier postal 11 495, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec, H3C 5S3. Venez tous chez Bravo Pizzeria, venez tous chez Bravo. Plus au niveau de fraude. Et parce que la SQ est en grève, la GRC d'Ottawa tente de repêcher une voiture à Laval. Les prochaines minutes vont servir à faire de la prévention, si vous le voulez bien, parce que l'histoire que vous allez entendre, va vous déchirer le cœur. C'est une affaire tellement bête, mais tellement triste. Une jeune fille, un bébé de 20 mois, meurt mercredi soir dernier et elle meurt d'asphyxie. On se demande pourquoi. Et ce n'est qu'au terme de l'autopsie que le pathologiste et le coroner, dans son rapport, mentionnent que l'enfant avait ingurgité un grain de maïs. Vous savez, du maïs pour faire du popcorn, du maïs soufflé. Mais il n'avait pas éclaté, là, le petit grain de maïs sec. Ben voilà que cet enfant, plusieurs jours avant de se remémorer les parents, avait consommé du maïs soufflé, du popcorn. C'est notre ami Manon Roy qui est sur cette histoire-là. C'est d'une tristesse incroyable, Manon. Ah, c'est vraiment incroyable, effectivement. C'est terrible. La famille est d'ailleurs très éplorée. Écoutez, ça remonte au 29 décembre dernier. La jeune Lauriane Marcotte-Asselin mangeait du popcorn tout simplement avec sa famille. Elle s'est étouffée. Les parents ont pris peur. Ils ont même fait venir les ambulanciers. Mais tout s'est bien passé ce soir-là. On pensait que c'était une mauvaise aventure. Et c'est le lendemain, que les problèmes respiratoires ont débuté. Et là, les parents sont allés consulter des médecins qui ont pensé que c'était peut-être des problèmes d'asthme, puisqu'elle avait des antécédents asthmatiques. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais comme vous le disiez, le grain de maïs, c'était tout simplement logé dans la trachée. Et pourquoi ça a pris autant de temps avant que ça fasse la mauvaise conséquence, en fait, c'est tout simplement que l'humidité qu'il y a dans la trachée a fait gonfler le grain de maïs. Et c'est comme ça qu'elle s'est étouffée, qu'elle est morte le 5 décembre. On peut écouter à ce propos Michel Marois, celui qui a fait l'autopsie sur la petite Lauriane. Alors, le calibre normal d'une trachée d'un bébé de 18 mois est de 5 à 6 mm. Et ici, si on mesure le poids, pas le poids, mais le grain de maïs là, qui a gonflé, ça mesure 9 mm. Donc, ça a fait obstruction dans la trachée. C'est incroyable. Et là, on apprend que c'est ce grain-là qui a gonflé par l'humidité des muqueuses de la trachée. Oui, tout simplement, tout bêtement, finalement. Et vous savez que même les médecins n'auraient pas pu s'apercevoir de la présence de ce grain de maïs en prenant une radiographie parce qu'il n'est pas radio-opaque, comme on peut dire dans le langage de la médecine. Par exemple, si ça avait été un sou, une punaise, un clou, on aurait pu le voir parce que c'est métallique. Mais ça, on ne pouvait même pas le détecter. Mais il faut dire qu'il n'y en a pas eu là, de radiographie. Les médecins ne sont pas rendus jusque-là. Incroyable. Ah, c'est vraiment triste. Merci beaucoup. Merci bien, Manon. Incroyable, cette histoire-là. On va parler avec M. Monette de l'ambulance Saint-Jean. M. Monette, vous êtes instructeur, vous, en réanimation et en respiration artificielle, c'est ça? Premier soin. Premier soin. M. Monette, ce qui vient de se produire là, c'est un mauvais billet de loterie. C'est une chance sur je ne sais pas combien. Au moment où ça nous arrive, on a un jeune enfant, un jeune bébé ou un jeune garçon qui mange un bonbon, n'importe quoi, il s'étouffe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on réagit? Il faut se calmer, premièrement. Première affaire à faire. Il faut comprendre qu'est-ce que le corps fait naturellement quand on s'étouffe. Il tousse. Okay? Donc, si quelqu'un tousse, tout simplement, c'est de le laisser aller. Bon, il y a une réaction normale de l'organisme pour rejeter le corps étranger. Exact. C'est d'expectorer, de tousser. C'est en plein ça. OK. OK? Bon. C'est quand il n'est plus capable de tousser de lui-même qu'il faut agir. Donc, c'est quand je ne peux plus prendre assez d'air pour être capable que mon organisme redonne une toux. Exactement. C'est bloqué. Il n'y en a plus d'air qui rentre, ni pour sortir. Donc, il faut administrer des toux artificielles. Alors? Si on comprend le mécanisme de la toux, c'est les muscles abdominaux qui provoquent une toux. Donc, il faut remplacer ce mécanisme-là.
C'est les muscles abdominaux qui donnent la pression nécessaire pour éjecter le corps étranger. Il pousse le diaphragme pour éjecter ça. OK. Alors qu'il ne le fait plus de lui-même, avec les poings, ce que notre ami Dr Heimlich a découvert, il faut remonter les abdominaux au diaphragme pour provoquer une toux artificielle. On ne tape pas dans le dos, là? Non, ça pourrait empirer son état. OK. Alors, on fait ça comment, là, avec un jeune enfant? Ben, venez donc avec moi, là. Faites-moi les là, moi. Ça va me faire plaisir. Mettons que, ben ouais, mais fais-moi pas. Non, non. OK. Ça pourrait être admettons, là, dernier, je suis un adulte, là. OK, donc je vous prends comme ça par le bassin. Oui. Je vais mettre mon pied entre vos jambes pour être solide sur mes pieds. OK. Je vais aller trouver votre nombril. Oui. À partir de là, je vais placer mon poing juste J'en en graissé haut. de 8 livres parce que j'ai fini de fumer, là. Mais c'est assez. Vous l'avez trouvé pareil? Ça va à peine OK, de c'est graisser. Donc, je prends mon poing comme ça. Oui. Et tout ce que j'ai à faire rendu là, c'est de rentrer les abdominaux puis de remonter au diaphragme. OK. Mais là, vous je le fais semblant. Oui, parce que moi, j'ai une émission à finir. Exactement. OK. Mais on fait une pression assez forte. Un bon coup sec. OK. Ça, c'est pour un adulte. Et un enfant. Je fais ça pour un bébé de 20 mois? Pas un bébé. OK. Un bébé, ça va jusqu'à 1 an à peu près. OK. Donc, un enfant à partir d'1 an, jusqu'à la fin. Plus jeune, donc bébé, je fais quoi? Lui, on va lui donner des tapes dans le dos. Ah, OK. Parce que lui, il tousse pas. C'est pas quelqu'un qui tousse naturellement. Donc, on peut pas reproduire des toux artificiels. OK, donc il faut provoquer le choc. Exactement. Une Pour que ça vibration. Une vibration. Et en plus, pour que ça on va utiliser la gravité. On le revire à l'envers? Exactement. Hey, comme parent, c'est pas facile à faire. Honnêtement, là, tu sais, on est pris émotivement, là. Oui, c'est pour ça qu'il faut se Il calmer. faut le revirer à l'envers. Exactement. Comme au jour de sa naissance. Pas tout à fait, parce que là, OK. c'est dangereux de Allez, l'échapper. montrez-moi donc. Je vais vous montrer ça. OK, regardez, virez-vous par là, parce qu'il y a OK, du monde à la on va maison. enlever celui-là. OK. Viens-t'en ici, mon bonhomme. Donc, il faut le prendre délicatement. Comme ça, par la fesse, on le soulève, on glisse le bras en dessous, toujours soutenir sa tête. On voit-tu comme il faut? Oui, OK. C'est bon. Vous allez le prendre comme ça. Approche. OK. Et le tourner. OK. Vous l'amenez proche de votre corps, puis Ouais. juste entre les omoplates, vous allez appliquer 5 tapes. 1, 2, Ah, je 3, vois que vous allez vers la tête. 5. Exactement. OK. Et il y a la tête plus bas que le thorax. OK. Si ça n'a pas fonctionné, il va falloir le tourner Oui. et appliquer sur le thorax, juste en bas des mamelons. OK, en bas du 5 sternum poussées ici. Là. Sur le sternum. Sur le sternum Je vais ici. vous montrer. Le sternum étant ça ici, là. Le plexus solaire, là. En haut du plexus. En haut du plexus. Donc, pour OK. un bébé, comment il faut mesurer? Il faut OK. prendre 3 doigts. Zoom in. Viens-t'en avec ton Kodak. Donc, vous prenez 3 doigts. Un va aller juste en bas du mamelon. OK. Vous glissez au sternum OK. et vous enlevez le doigt qui est mesuré. OK. Pour donner 5 petits coups secs. OK. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Hein? Ça marche. Donc, s'il est encore conscient, Et tout ça, pendant ce temps-là, on a demandé à quelqu'un d'appeler l'ambulance. Hein? c'est préférable. Oui. OK. OK? Mais Parfait. dans la méthode, on peut attendre qu'il tombe inconscient pour envoyer quelqu'un. OK. Bien, merci beaucoup, monsieur. Merci bien. Ça C'est fait très plaisir. intéressant de nous avoir montré ça. On va aller rencontrer maintenant une autre histoire qui est un peu une aberration. Vous savez, il y a eu une manifestation assez importante de scouts. On appelle ça un jamboree dans le langage scout. Il y a des scouts à travers le monde qui sont venus à Québec sur les plaines d'Abraham et ils sont venus fêter l'hiver et voir ce que c'était. Bon, vous avez vu, ça a fait les manchettes, puis il y en a qui étaient insatisfaits parce qu'ils disaient que c'était mal organisé, bon, etc., etc. Mais si c'était mal organisé pour eux autres, il y en a un qui nous a organisé pas mal. Il y a un scout tanzanien qui, lui, a réussi à faire de la fraude, à voler des cartes de crédit, à se payer une limousine. En tout cas, il a vécu sur notre bras, comme on dit, pendant un petit bout de temps. Et José Guimond, on a arrêté le monsieur, on a arrêté le scout en question. Effectivement, le jeune Tanzanien a été arrêté le matin même où il devait quitter Québec quand le Jam des Neiges a terminé le 5 janvier. Il avait été identifié par d'autres scouts. Guy Ruffiange et sa conjointe, Pauline Bourrel, tous deux âgés de 39 ans, donnaient l'image d'un couple heureux. Jeudi soir, tout a basculé. Ruffiange a abattu sa conjointe de plusieurs coups de feu avant de tenter de retourner l'arme contre lui. Quelques minutes plus tôt, les enfants du couple avaient quitté la résidence du chemin du lac Saint-Louis pour se réfugier chez leur grand-mère, juste en face. Leurs parents se disputaient. Rien ne laissait cependant croire que Guy Ruffiange utiliserait son arme de calibre 12. Les coups de feu. Juste les coups de feu. Combien? Oh, mon Dieu. 5, peut-être. 5, 6. Tout aurait débuté dans la chambre à coucher pour se poursuivre dans le couloir et la salle à manger. Pauline Bourrel aurait été atteinte à quelques reprises, entre autres au thorax. Guy Ruffiange s'est blessé à la tête et à l'épaule. En fin de journée, il avait confié à son voisin et ami qu'il avait beaucoup à faire. On a pris une bière ensemble et ça a agressé son câble. Il était quelle heure à ce moment-là, vers quelle heure? Peut-être pour les 5 ans, moins 10, moins 5. Il vous semblait pas dans son état normal à ce moment-là? Non. Ah non, il paraissait nerveux au coton. Le couple était marié depuis 18 ans et avait 3 enfants de 18, 16 et 11 ans. Lui était entrepreneur, elle esthéticienne. Tous deux avaient leur place d'affaires à la maison. J'avoue que je comprends pas. Je comprends pas. Guy était pas un genre mauvais, là, puis tout ça. Là, il était
bon vivant. Guy Ruffiange présentait jusque-là un dossier sans tâche. Le couple n'avait, selon les policiers, aucun antécédent de violence conjugale. Bref, un autre drame qui vient frapper là où on s'y attend le moins. Même si les drames conjugaux étaient en diminution l'an dernier au Québec, ils demeurent toujours aussi préoccupants. Jean-François Guérin, TVA, à Ville-de-Léry. Pauline Marois rentre de vacances et réagira demain à la crise des urgences. La situation s'est d'ailleurs légèrement améliorée dans les hôpitaux de la région de Montréal. Le taux moyen d'occupation est passé de 209 à 178 %. La Régie régionale reconnaît cependant que ça demeure un niveau inacceptable. Ces niveaux-là de patients sur des civières sont quand même des niveaux très élevés. Pour réduire la pression sur les urgences, la Régie a devancé les mesures du plan Marois qui devait commencer uniquement la semaine prochaine. Ainsi, 45 % des 359 lits supplémentaires prévus par ce plan ont déjà été ouverts. L'engorgement, on l'explique par une épidémie de grippe qui a frappé plus tôt cette année. Mais le problème est beaucoup plus large. On se frappe à un problème qu'on n'avait pas antérieurement, qui est un problème de pénurie de personnel. Il faut aussi une meilleure distribution des effectifs, de l'équipement plus performant et des centres ambulatoires si on veut vraiment désengorger les urgences, même en hiver. Des solutions ponctuelles, c'est nécessaire, il faut le faire et on le fait. Mais ce n'est pas suffisant. Les solutions pour régler un tel problème sont connues. Les centres ambulatoires, oui, en effet, c'est une des solutions structurantes qu'il faudra déployer le plus rapidement possible parce que c'est une des solutions au problème. On a aussi un problème de manque de lits, de longue durée, mais un manque de lits, ce qu'on appelle, on appelle ça 2,5 heures de soins par jour, c'est-à-dire où le besoin de soins est plus intense. Donc, c'est en touchant plusieurs aspects de notre système qu'on peut y faire face. Puis moi, je vous dirais qu'il faut vraiment anticiper les investissements dans notre réseau. Par exemple, la réalisation des 5 centres ambulatoires à Montréal nécessiterait des investissements de 147 millions de dollars d'ici 2002 et cela ne tient même pas compte de la construction des édifices. Il faudra donc s'habituer sans ces investissements à des périodes de pointe toujours douloureuses dans les urgences des hôpitaux. Armand Dubois, TVA Montréal. Ici Louis Cloutier. À peine un an après avoir brûlé, Meuble-Rotec de Baie-du-Fèvre est reparti en grande. On en reparle dans quelques instants. Une expérience inoubliable pour toute la famille. Le centre de pêche marchand à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Réservé maintenant 325-27-78. Chaîne Télévision présente la vie des gens d'affaires avec la chronique Agenda économique. Alain Chevalier, sonorisation pour tout genre d'événements. Noces, défilés de mode et super quiz musical Whoop-Pelaye avec les... Festin digne d'un roi. As-tu pensé à ton avenir? Viens voir ce que l'école secondaire Saint-Ursule te propose. Un programme de musique tripant. Reconnu pour son excellence à travers le Québec. Le programme d'anglais, c'est plein d'activités. Théâtre, voyage. Et ton bilinguisme est assuré à la fin du secondaire. SQ est en moyen de pression. Ils sont appelés parce qu'il y a une voiture qui aurait plongé à l'intérieur d'un lac. La glace se serait brisée, en tout cas, c'est ce qu'on prétend. Et étant donné qu'il est en moyen de pression, il a appelé la GRC. Ça, c'est hier. La GRC n'est pas arrivée, Benoît? Heureux de l'apprendre, les plongeurs de la GRC sont arrivés sur le coup de 17 heures, au moment même où on se parlait tantôt. Comme le grand journal commençait. Exactement, et on a même des preuves visuelles puisque Christian, notre caméraman, est allé les filmer sur la glace. On les voit donc, c'est une équipe qui est arrivée d'Ottawa en toute fin d'après-midi. L'histoire ne dit pas s'ils sont arrivés d'Ottawa à la nage, mais ça a été très long. Et les mauvaises langues vont même dire qu'ils ont pris leur temps, question de profiter d'un per diem, puisqu'ils vont coucher ici à Laval ce soir, vont profiter des bons restaurants et ils vont replonger demain aux premières heures du jour pour aller voir à l'intérieur de cette automobile qui serait donc au bout de la 37e avenue dans le quartier Fabreville pour voir s'il y a bel et bien une personne derrière le volant parce que des témoins disent avoir vu cette automobile plonger au bout de cet endroit glacé où on retrouve finalement une glace d'environ 10 pouces d'épais. Mais au bout, il n'y a pas de glace et c'est à cet endroit-là que l'auto est disparue. Vous dites, Benoît, si on a fait appel à la GRC, c'est parce que la Sûreté du Québec est en moyen de pression et l'escouade des plongeurs est en grève. En tout cas, ces gens-là n'étaient pas rejoignables aujourd'hui, donc l'alternative dans ce cas-là, c'est de faire appel
aux gens de la GRC. L'équipe de plongeurs de la GRC est à Ottawa, de là ce long délai. On s'est entretenu avec les gens de Laval parce qu'on est sur le territoire de Laval. C'est donc la police de Laval qui a dû faire appel aux plongeurs. Dans le premier cas, c'était à la SQ, mais on a dû se rabattre sur les gens de la GRC. On va écouter Pierre Deshôtels. Il y a des témoins qui affirment avoir vu une auto plonger dans la rivière des Mille-Îles. À ce moment-là, on a envoyé des pompiers et des policiers vérifier. Effectivement, il y avait des traces de pneus sur la glace. Et puis, aujourd'hui, on a fait appel à l'équipe de plongeurs de la GRC qui partait d'Ottawa. Ils se sont déplacés pour venir sur notre territoire pour faire des recherches. Maintenant, les recherches vont se poursuivre demain matin aux premières heures pour savoir si effectivement il y a quelqu'un à l'intérieur de la voiture. Donc, pas de plongée ce soir parce que les plongeurs sont arrivés trop tard? Ils sont arrivés un petit peu trop tard, oui, ils commençaient à faire noir, puis ils ont pris le temps de s'installer pour pouvoir faire adéquatement leur travail. Mais ils ont pu confirmer qu'il y a bel et bien une auto dans l'eau? Selon ce qu'ils ont pu observer comme trace sur la glace, effectivement, on a des raisons de croire qu'il y a une auto qui serait plongée là, dans l'eau de la rivière des Mille-Îles. Benoît, selon les témoins, est-ce qu'on sait si l'auto y est allée de façon volontaire? Ça peut être un suicide? Bien, ça, on ne sait pas. Il s'agit aussi peut-être d'un cas où un voleur aurait pu vouloir se débarrasser d'une automobile volée. Tant qu'on n'a pas vu l'auto, on ne sait pas si elle a été volée et on ne sait pas non plus s'il y a quelqu'un derrière le volant. Chose certaine, il y a bel et bien une automobile qui était dans le secteur hier soir et les plongeurs, ce soir, ont pu constater qu'à cet endroit-là, la glace est brisée de façon inhabituelle. Donc, on présume qu'il y a une automobile qui a tombé à l'eau. Qui a plongé à cet endroit-là. À l'eau, effectivement. Bien, merci, Benoît. Bonne fin de semaine. Au revoir. Merci, au revoir. Une autre affaire d'aberration administrative, si vous êtes un prestataire de l'aide sociale, que vous avez un logement et que ce logement est incendié et qu'on peut faire la preuve que c'est l'incendie qui est la cause du dommage fait à votre logement, le bien-être social prévoit de vous donner, pour vous aider à un temps de relocalisation, 1 400 $. Bien là, il y a un monsieur dont le logement est détruit par l'eau, par les pompiers, par les coups de hache, mais l'appel pour le feu, c'est pas à son adresse à lui. Donc, réputé pour avoir eu de feu, une famille au complet n'a pas de sous. Et ça, c'est notre ami Stéphane Boucher qui est sur ce cas-là. C'est assez particulier, ça, là. Oui, c'est assez particulier parce que les agents de l'aide sociale se sont fiés sur le rapport d'incendie qui disait tout simplement, vous l'avez dit, que les dommages infligés à ce logement-là n'avaient pas été faits par le feu, mais par les pompiers. Or, donc, le préposé a lu ainsi, a constaté qu'il n'y avait pas de dégâts. Enfin, on a conclu qu'il n'y avait pas de dégâts, si bien que ces gens-là qui ont passé au feu le 31 décembre dernier n'ont eu aucun secours, aucune aide financière de la part de l'aide sociale. Il y a maintenant des dénouements heureux qui se sont produits en toute fin d'après-midi. Cependant, moi, j'ai rencontré ces gens-là un peu plus tôt ce matin. Je vous invite à écouter le reportage qui suit, qui exprime un peu la situation et vous pouvez constater par vous-même, Jean-Luc, l'étendue des dégâts dans ce logement. Excusez-moi, oui, c'est justement ça, là. C'est le logement du monsieur qui n'est pas supposé d'être magané, là. Absolument. Ce que vous venez de voir, c'est le logement du monsieur qui n'est pas supposé être magané. C'est bon. C'est complètement détruit. Écoutez, c'est insalubre et c'est vraiment pas habitable. On écoute ça. Parfait. Érica Brunet, son conjoint Réal Saint-Germain et leurs 2 enfants habitaient cet immeuble de la rue Frontenac jusqu'à ce qu'un incendie